Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À cœur joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Aujourd'hui, je reçois Céline, une ancienne éducatrice jeunes enfants qui a travaillé pendant 6 ans dans 9 crèches et qui témoigne aujourd'hui de son quotidien qu'elle a décidé de quitter parce qu'il n'était plus du tout aligné sur ses valeurs. Depuis, elle s'occupe à temps plein de son fils qu'elle a choisi de ne pas faire garder et pour qui elle pratique aujourd'hui l'instruction en famille. Bonjour Céline. Bonjour Chloé. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et puis nous raconter un petit peu ton parcours professionnel et personnel? Alors, je m'appelle Céline, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans et j'ai fait une formation d'éducatrice de jeunes enfants de 2010 à 2013 qui m'a permis de faire de nombreux stages et j'avais fait un stage de découverte avant en 2009. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 6 ans dans des crèches familiales, des crèches collectives privées, crèches collectives municipales, multi-accueil municipal. J'ai fait en tout 5 structures en 6 ans. Voilà, ce qui m'a permis de voir un peu de monde. Je ne suis jamais restée bien longtemps et c'est moi qui suis partie à chaque fois de mon propre choix. À chaque fois, Voilà. est-ce que ce soit un petit peu mieux, c'est ça? C'est pour ça que tu quittais les endroits? C'est ça. En fait, lors des entretiens d'embauche, ça m'a souvent vendu beaucoup du rêve et la réalité a souvent été tout autre. Alors comment ça s'est passé pour toi, ces expériences en crèche? Alors déjà en formation aussi, ça nous vend beaucoup de rêves, je trouve. J'ai beaucoup apprécié ma formation. J'ai apprécié la plupart de mes stages, sauf le tout premier, le stage de découverte où il y avait clairement de la maltraitance envers les enfants, alors qu'elles avaient vraiment des conditions de travail très appréciables. Et j'en suis sortie en me disant que je voulais travailler avec les enfants, mais je voulais pas travailler comme ça. Et que si un jour j'étais épuisée à ce point-là, j'arrêterais de travailler avec les enfants. Voilà, je m'étais vraiment fixé cette deadline. Mmh. Et puis ensuite, je suis rentrée dans le monde du travail. Ma première expérience, c'était en crèche familiale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des crèches qui embauchent des assistantes maternelles et les enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles et viennent pour des temps d'accueil à la crèche. OK. Il y avait des assistantes maternelles vraiment très bien. Et il y en avait d'autres qui étaient vraiment pas bien. Où on bouchait le nez des enfants pour leur mettre une cuillère dans la bouche. Et ça, on le faisait devant moi, donc je sais pas ce qui se passait quand j'étais pas là. Où on laissait pleurer les enfants parce que c'est heure de la sieste, il faut dormir parce que j'ai envie d'avoir ma pause, etc., etc. J'ai détesté mon premier poste. Et donc dès que j'ai pu partir, j'en suis partie. Je suis restée 1 an là-bas. Ouais, donc là, c'était même pas dû à un manque de moyens, l'effectif était correct? En fait, les assistantes maternelles travaillaient à leur domicile. Elles venaient sur des temps donnés à la crèche. Ouais. Mais chez elles sont quand même toutes seules avec 3 enfants, Mmh. parfois 2 bébés et un plus grand. Et elles font quand même entre 40 et 50 heures par semaine. Enfin, je crois que c'est 48, la norme est jusqu'au max, ce Mmh. qui est énorme. Ce qui est énorme. Et il y en a qui n'ont pas de pause, parce que quand il y a des bébés, il n'y a pas de pause. Elles travaillent de 8 heures à 18 heures sans pause. Et je pense c'était des dames d'un certain âge, il y en avait beaucoup qui étaient dans un état d'épuisement. Et du coup, la bienveillance était partie depuis bien, bien longtemps. Mmh. Ouais et puis il y a peut-être aussi, un manque de connaissances aussi sur le développement de l'enfant peut-être? C'est ça. Il y avait il y a des personnes qui se formaient, qui étaient très intéressées, qui apprenaient beaucoup, et d'autres moins. D'autres qui faisaient ce métier depuis 30 ans et on a toujours fait comme ça, le fameux. Et donc, elles continuaient à faire comme ça. Et la nouveauté que j'incarnais, et en plus j'étais jeune, j'avais 22 ans à ce moment-là, ça passait pas du tout. Mmh. Parce que toi, tu es arrivée avec quelle optique justement dans ce travail? Comment est-ce que tu voulais travailler?
Alors moi, pour le coup, alors sur ce poste-là, c'était un CDD. Je remplaçais quelqu'un en congé maternité. Et vraiment, pour moi, c'était pour apporter des nouvelles connaissances aux assistantes maternelles, les accompagner dans leur quotidien, accompagner évidemment les enfants, moins les familles, parce que du coup, quand on est en crèche familiale, moi, je voyais pas du tout les familles. Mais du coup, voilà, assurer une certaine qualité d'accueil, même à distance. Et du coup, ça voulait dire aussi aller au domicile des assistantes maternelles pour répondre à leurs questions, à leurs besoins, observer les enfants si nécessaire, etc. Hmm. Mais du coup, dans les faits, c'était beaucoup plus compliqué. Je suis vraiment tombée face à des murs qui n'avaient pas du tout envie d'évoluer vers quoi que ce soit. Elles avaient un confort de travail, selon elles, qu'elles voulaient garder. Et si ça nécessitait de mettre tout le monde au lit à la même heure et de laisser tout le monde pleurer, c'était OK pour elles. Hmm. Alors justement, qu'est-ce que tu as pu repérer en termes de dysfonctionnement dans cet environnement-là? J'ai vu des professionnels clairement maltraitantes. Alors c'était parfois de la maltraitance physique, parfois de la maltraitance psychique. Il y avait une assistante maternelle qui était très appréciée par les parents. Dans les faits, moi je la voyais parler aux enfants, une petite fille de 3 ans qui portait encore une couche. Dès qu'elle avait des selles, elle lui disait, je cite, tu es dégueulasse, tu pues. Quand j'ai essayé de retravailler ça avec elle, et évidemment il faut mettre tout un tas de tact et de diplomatie, elle m'a dit, ah non, mais je fais pas exprès. Mais elle a continué jusqu'à la fin. La petite fille, quand elle venait, elle me demandait à moi de changer sa couche. Elle venait me voir dans mon bureau, elle me disait, Céline, j'ai fait caca. Voilà. Ok, donc de la maltraitance verbale, de la maltraitance physique aussi? Du coup, oui, je me souviens, il y avait un petit garçon qui avait en plus de ça, une fente palatine, un bec de lièvre, comme on appelait avant, et qui voulait pas manger ce jour-là. Je crois qu'en plus, il était un petit peu malade. Et son assistante maternelle lui a bouché le nez pour qu'il ouvre la bouche pour respirer, et lui a enfourné la cuillère dans la bouche qu'elle a bien raclée sur son palais pour être sûre qu'il y ait tous les aliments dans sa bouche. Voilà, je suis intervenue, mais elle m'a dit, bah oui, mais il faut bien qu'il mange. Ou pas. C'est pas grave s'il mangeait pas. Plus, comme je disais tout à l'heure, tous les enfants qui sont laissés pleurer. Enfin, je sais qu'il y en a plein pour qui c'était très, très courant. Ouais. Oui, parce que dans ce genre d'endroit, j'imagine, alors moi je connais pas du tout, il y a un temps dédié pour le sommeil aussi? Alors en fait, vraiment, alors ils dormaient pas à la crèche, ils dormaient chez les assistantes maternelles. Ils étaient vraiment accueillis chez les assistantes maternelles et ils venaient pour des temps d'éveil à la crèche avec leurs assistantes maternelles. Et moi, j'allais au domicile des assistantes maternelles aussi pour les accompagner et tout, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps ou selon leurs besoins. Mais voilà, le peu que j'en voyais au final, c'est des bébés que parfois on mettait par terre et on me disait, bah tu vois, regarde, il pleure. Oui, au milieu d'un couloir, tout seul, allongé par terre, oui, il pleure. Et après, elle partait. Et c'est moi qui les prenais dans les bras parce que je laisse pas un bébé pleurer en insécurité comme ça. Ok. Ok, donc là c'était un cadre un petit peu particulier déjà, ces crèches familiales. Oui. Qu'est-ce que tu as rencontré après dans un second temps comme type de crèche? Après, mon deuxième poste, ça a été en crèche collective privée pour un groupe qui n'existe plus, il a été racheté depuis. J'y ai travaillé pendant 2 ans, j'ai fait la section des bébés et la section des moyens. Donc bébé, on va dire que c'est 3 mois, 1 an, et moyen, 1 an, 2 ans. D'accord. Après mon expérience en crèche phage, j'y allais avec tellement d'espoir. J'avais tellement envie d'autre chose. Quand je suis arrivée, mon premier jour, j'ai entendu les filles de l'équipe dire vivement que je parte d'ici, j'en peux plus de cet endroit, etc. Ça m'a mis l'ambiance. Et en fait, il y a eu un enchaînement de personnes malades dans l'équipe. Ça arrive. Et c'est des métiers où on porte beaucoup, on a vite mal au dos, puis il y a des mamans qui ont des enfants, etc. Et on s'est retrouvé avec ma collègue à 2 pour 15 bébés. Et là, c'est un film d'horreur. Faut savoir que du coup, en crèche, les normes pour les enfants qui ne marchent pas, c'est 1 pour 5. Dans la section des bébés, nous avions 15 bébés, nous étions 5 professionnels. Mais 5 professionnels de 7h à 19h. Personne ne travaillait de 7h à 19h. Donc nous n'étions 5 réellement que de 11h à 15h. Okay. Voilà, sur le temps des repas, essentiellement. Mais du coup, dès que quelqu'un était malade, ça devenait beaucoup plus sport. Vraiment. Déjà, 1 pour 5, c'est sport. Mais quand il manque quelqu'un, c'est pire. Et quand il manque 3 personnes dans l'équipe, c'est une horreur. C'était du travail à la chaîne. Je me souviens, je faisais des cauchemars la nuit, j'avais qu'une crainte, c'est d'oublier de nourrir un enfant. Je me disais, un jour, on va oublier d'en nourrir un. On va oublier d'en lever un de la sieste. Je disais, à 2, c'est pas possible. Je crois que ça a duré 2 semaines, cette situation. Alors, des fois, on avait la directrice qui venait nous aider pour les repas, ou un agent d'entretien qui venait s'asseoir avec les enfants.
Mais clairement, c'était pas du tout du travail de qualité. Enfin, moi, j'ai nourri des enfants. Dans ma tête, je me disais, j'ai 5-10 minutes par enfant, top chrono, parce qu'il fallait que tout le monde ait mangé. J'ai fait des choses que moi, du coup, je trouve inadmissibles, mais parce que on était dans une situation d'urgence, on n'avait pas le choix. Mmh. Ouais, donc c'est des bébés qui étaient aussi, j'imagine, laissés dans des transats en attendant que les autres soient pris en charge? Alors, on n'avait pas beaucoup de transat. Pour le coup, c'était beaucoup au sol, mais pour le coup, il y avait beaucoup de pleurs parce que, forcément, à deux pour nourrir 15 enfants, toute la volonté du monde, même en essayant d'aller le plus vite possible. Enfin, c'était une organisation militaire. Et Ouais. même quand nous n'étions pas en sous-effectif, il y avait quand même, enfin voilà, une pour 5. On commençait les repas vers 11h, on les finissait vers 14h. Parce que faut bien penser qu'entre midi et 2, les professionnels vont manger. Donc on n'est plus que 2 pour nourrir tout le monde. Ouais, OK. Oui, donc en plus d'un travail, à la chaîne, mécanique, j'imagine que, le temps qu'on peut appeler de qualité, de connexion à l'enfant avec un minimum, de liens, de relationnel, c'était très limité? C'est ça. Puis, maintenant, on parle beaucoup de biberons donnés à la demande, même en lait artificiel, encore plus pour de l'allaitement. Clairement, on pouvait pas, en fait. On n'aurait pas pu faire à la demande. Je sais que pour les tout petits bébés qui arrivaient, on donnait un biberon le matin. Par exemple, si on avait un petit garçon qui arrivait à 7h, souvent il avait un biberon le matin à 9h. Mais à 9h, on n'était que 2. Il fallait quand même accueillir tous les enfants qui arrivaient, plus s'occuper de tous les autres enfants. S'il y a une professionnelle qui était que au dortoir ou que à un biberon, l'autre, elle se retrouvait seule avec tous les enfants et c'est pas possible. Mmh. Du coup, le respect du rythme, tout le monde l'a. Tout le monde a une belle charte avec on respecte le rythme des enfants. Ouais. J'ai vu aucune crèche où on respectait réellement le rythme et les besoins des enfants. Mmh. Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait quand même un grand écart entre, ce qui est vendu, même aux parents, j'imagine, C'est sur ça. la charte, ici on respecte, votre enfant, son rythme, ses besoins et en fait dans les faits, donc voilà, le parent peut être rassuré en se disant: «Cet endroit est formidable» et puis en fait, voilà, c'est l'envers du décor, qu'il ne voit pas finalement. C'est ça. Puis on essaye. Après, franchement, j'ai essayé avec mes collègues, on essayait vraiment de faire au mieux, d'adapter au mieux. Mais il y a des enfants qui auraient eu besoin de manger plus tôt, mais la cuisine, c'est 11h, donc le repas, il est pas prêt. Donc tu attends, t'as pas le choix. C'est la collectivité. Aux parents, on dira, ah oui, mais vous avez choisi la collectivité, madame. Mmh. Donc, il faut s'adapter à la collectivité, même quand on a 2 mois et demi. Mmh. Oui, alors j'en profite pour faire, un petit encart là justement sur cette, collectivité parce que, finalement il y a beaucoup de parents, enfin c'est des messages que je lis très souvent, de la maman qui a son petit et qui se dit, «C'est bien de socialiser son bébé». Alors bon, on est nombreux quand même en tant que professionnel de santé, à dire que la place d'un bébé, c'est pas franchement au sein de la collectivité. Je pense notamment à Héloïse Junier, qui est psychologue et qui dit, je la cite parce que j'avais noté cette petite phrase d'elle, hem: «La collectivité n'est pas adaptée aux tout petits. Le petit humain, il est bien trop immature. Il est programmé pour évoluer dans une relation exclusive avec l'adulte durant ses premiers mois de vie et non pour passer ses journées dans des pièces où il y a beaucoup d'enfants. Il est intéressant d'ailleurs de constater le décalage entre l'image que les parents se font d'une crèche collective, ça va le rendre sociable, ça va l'éveiller et la réalité du terrain que tu nous dépeins aujourd'hui, en fait. Donc Mhm. parce que parfois on se dit: «Bah, en fait, il faudrait augmenter l'effectif, de d'adultes en charge, des enfants, dans une crèche». Mais finalement, non, parce qu'il y a trop de personnes dans un même espace, donc c'est source de stress. Donc en fait, il faudrait juste diminuer, l'effectif d'enfants. Moi, j'irais même, plus loin, c'est-à-dire que personnellement, je suis psychologue aussi. Je suis convaincue que la place d'un enfant, c'est au sein de son écosystème familial et entre autres, Oui, près de ta mère
les premiers temps de sa vie, ce qui est normal parce que c'est la continuité des 9 mois passés in utero. C'est tout à fait logique que l'enfant reste auprès de sa mère, notamment quand on allaite, on s'en rend bien compte. Combien de mères se retrouvent en difficulté quand vient l'heure de reprendre le travail, donc à 3 mois de vie de son enfant. Enfin, c'est complètement délirant la durée du congé maternité en France. C'est ça. Et du coup, les femmes, elles se trouvent en difficulté. Comment je vais continuer mon allaitement? Combien il y a d'allaitements qui sont arrêtés parce que justement, ça va être trop compliqué, il va falloir tirer son lait, ça va être galère, clairement. Enfin, le tire-allaitement, c'est... En plus, on sait maintenant que c'est pas aussi bon que l'allaitement parce qu'il se passe pas l'échange qui se passe avec l'échange au sein, en fait. On a affaire avec une machine, donc c'est très différent. Enfin bref, c'était une petite aparté, mais ce truc de vouloir mettre en collectivité, déjà, c'est questionnable. Mais on en parlera peut-être après quand tu nous parleras aussi de ton cheminement personnel et de tes prises de conscience quand tu es devenue mère. Peut-être tu peux nous Mhm. dire d'ailleurs qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. Alors, faut déjà savoir que je voulais pas d'enfant tant que j'ai travaillé en structure collective. Je ne me voyais Ouais. pas rentrer chez moi et m'occuper d'un enfant. Il faut aussi savoir que j'ai passé 6 ans à rentrer chez moi en pleurant tous les soirs. Parce Ok. que j'étais triste de voir autant d'enfants pleurer dans la journée. Alors, je suis quelqu'un de très empathique, certes, mais les peurs d'adaptation, voir des enfants pleurer, enfin, ils rentraient en septembre. En général, il fallait attendre novembre pour que tout le monde aille à peu près bien. C'est Mm. extrêmement long. L'adaptation, c'est pas juste une semaine. Alors, sur le papier, oui, hein, mais dans la réalité, pas du tout. Il leur faut du temps. Et moi, j'étais en souffrance pour ces enfants qui étaient eux-mêmes en souffrance. Enfin, voilà. Je sais pas comment décrire ça, mais ça me rendrait vraiment très triste. Et je me voyais pas m'occuper de mon enfant le soir après avoir vécu ça. Je savais que j'aurais pas la patience du tout. Le niveau sonore est extrême. Il y avait une étude dans une mairie où j'ai travaillé qui nous disait qu'on entendait plus que ce que l'oreille devrait supporter par jour, tous les jours de D'accord. toute l'année. Voilà. Enfin, moi, le soir, j'avais juste envie d'être dans le noir, dans le calme. C'est tout. Mm. J'ai envisagé d'avoir un enfant quand ça faisait 1 an que j'avais déjà arrêté de travailler en crèche. Et au début, j'avais imaginé le garder 6 mois et après qu'il aille chez une assistante maternelle. Parce que pour moi, pour un tout petit, c'est quand même plus cocooning. Encore faut-il trouver la perle rare, mais voilà. Avec ton Et expérience justement d'assistante maternelle, enfin mais les je savais crèches qu'il y en avait des familiales très bien. justement. Je Ouais, savais qu'il y en avait des très bien, mais des pas bien du tout. ouais, J'aurais c'est ça. été vraiment une maman chiante, il n'y a pas d'autre mot, pour la personne que j'aurais embauchée si j'avais embauché une assistante maternelle. Mm. Et en fait, j'ai accouché. Et je pense que, je sais pas, enfin, moi, dans ma tête, j'ai arrêté de chercher des assistantes maternelles une fois qu'ils étaient là. J'ai arrêté, mon compagnon me dit, tu regardes de temps en temps? Je fais, mhm. Puis en fait, un jour, on a discuté, je lui dis, mais en fait, je peux pas le mettre chez une assistante maternelle, je peux pas le mettre nulle part. Je suis, comme tu disais, programmée pour m'occuper de mon bébé, pas pour que ce soit Mm. quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc ça a été des choix financiers importants à faire, que nous avons fait. Et nous n'avons aucun regret à ce jour. Notre petit garçon a 3 ans et du coup, il a toujours été gardé par nous. Enfin, par moi essentiellement et son papa. Du coup, t'as mis entre parenthèses ton activité professionnelle pendant un temps. Peut-être tu t'es reconvertie après. C'est ça, c'est ça. J'ai changé du coup déjà après la crèche, j'ai fait, pendant 1 an et demi, j'étais agent immobilier. Rien à voir. J'avais envie Ok. d'essayer de la nouveauté. Ouais. Et puis du coup, je me suis arrêtée du coup pour, quand j'ai accueilli mon petit garçon. Et, et voilà. Et du coup, maintenant, je travaille à mon compte. C'est ce qui est pour moi le plus adapté et je fais l'instruction en famille pour m'occuper toujours de mon petit loup. Ok. Donc t'as réussi à la fois mener ton maternage proximal et monter ton entreprise. C'est ça. Alors, on va pas se mentir, hein. C'est le travail de monsieur qui nous fait vivre au quotidien, Ouais. mais du coup, ça ramène quand même un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Oui, et puis c'est un bel exemple, je trouve, de montrer que c'est possible aussi d'être mère au foyer, mais pas que. C'est-à-dire, tu t'occupes de ton enfant, tu t'occupes de son instruction, Mhm. et à la fois, tu as aussi tes engagements personnels, professionnels. Enfin, tu n'es pas C'est ça. que dédié à tes enfants, tu as aussi tes projets à toi. Et ça, c'est chouette de pouvoir témoigner de ça, parce que souvent, on s'imagine que c'est une forme de sacrifice.
c'est vilain, hein, mais on sacrifie ses projets, pour ses enfants, mais non, on peut aussi faire les 2. Alors parfois c'est fatigant, parfois on travaille le soir quand tout le monde est couché ou pendant les siestes, mais Mm. c'est pas impossible de, se reconvertir, ça c'est une question qui revient très souvent pour les personnes qui s'intéressent à l'instruction en famille, de se dire, «Bah, je vais m'occuper de mes enfants, mais en fait, bah, comment on va faire? Moi mon travail n'est pas compatible, avec ce choix et cetera». Bah, je trouve c'est chouette de pouvoir, dire, bah, en fait, quand le métier qu'on faisait avant n'est pas compatible avec le choix de l'instruction en famille, et bah, il y a toujours la possibilité, bah, comme toi tu as fait, là, d'essayer ça, de se former à ça, d'essayer autre chose. C'est ça. Puis, c'est aussi des choix financiers qu'on fait. On part moins en vacances. Avant, on voyageait beaucoup, on ne Mmh. voyage plus. Quand on part, c'est en France, c'est pas très, très loin. Bon, avant, j'habitais en région parisienne, maintenant j'habite à 10 minutes de l'océan Atlantique. Ça aide un peu à Mmh. être, j'ai l'impression d'être en vacances un peu toute l'année. Ouais. Mais voilà, c'est des choix qu'on a fait aussi. Enfin voilà, après c'est sûr que si on voulait aller à New York et aux Bahamas 2 fois par an, bah non, on ne pourrait pas faire l'instruction en famille, ni du coup m'être occupée de mon bébé comme j'ai fait parce que pour rappel, hein, quand on n'a qu'un seul enfant, le congé parental c'est 6 mois. Ouais. Voilà, hein, donc en soi, et puis c'est pas très, je gagnais 400 €. Enfin voilà, c'était pas non plus un truc de fou. Donc en gros, quand mon petit loup avait 8 ou 9 mois, je crois, tout s'est arrêté. Donc voilà. Mais c'était des choix financiers et à aucun moment on a eu le sentiment de faire des sacrifices. Enfin, c'était Ouais. des choix à nous. Mmh. C'est pas lui qui nous a obligés à faire quoi que ce soit, c'est nous qui avons décidé que. Ouais, et vous êtes, content des décisions prises? C'est ça. OK. Alors pour en revenir un petit peu aux crèches, moi je voulais parler un petit peu aussi du rapport IGAS dont on a très peu entendu parler, hein, donc Mmh. c'est un rapport, qui fait plus de 100 pages avec les annexes, qui est sorti en 2023 je crois. C'était pour faire un bilan de la qualité, de l'accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches. Un rapport qui est trouvable en ligne, hein. Vous tapez rapport IGAS, crèche, tout le monde a accès à ce document. Même, les parents, qui mettent leurs, enfants en crèche, peuvent, voilà, avoir accès à ce document. Donc c'est un rapport qui est juste édifiant, hein. Franchement, je vais pas, j'invite tout le monde à aller voir, ce dont il s'agit parce qu'il y a vraiment des exemples sordides de maltraitance, de violence à la fois verbale, physique, enfin c'est vraiment, c'est un film d'horreur, c'est un peu, ce que tu nous dépeins, depuis tout à l'heure. Mmh. Ça témoigne de la dégradation des conditions de travail, du manque d'effectifs, la pénibilité du travail, le personnel qui n'en peut plus, clairement la cadence, ce que tu nous disais en fait, l'isolement aussi des professionnels. L'insuffisance de formation, voilà, le manque de temps aussi pour, réfléchir à sa pratique. Comment ça résonne pour toi, tout ça? Qu'est-ce qui a été le plus dur si tu pouvais, hem, résumer un petit peu ces 6 ans, donc dans des lieux différents, mais Mmh. qu'est-ce qui a été le plus dur finalement dans ces endroits? Au final, pour moi, ça a été vraiment ce sous-effectif constant. On était rarement en nombre, hein, clairement. Enfin, et encore le nombre légal, 1 pour 5 qui marche pas, 1 pour 8 qui marche, je le trouve aberrant déjà de base. Mais voilà. On a souvent été en sous-effectif et du coup, ça m'a amené moi à avoir des pratiques professionnelles que j'aurais aimé ne jamais avoir. Mmh. J'ai jamais maltraité d'enfant, hein, Dieu du ciel, mais par contre, bah, je dis d'aller plus vite, j'ai dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça, c'est l'heure. Bah oui, bah t'as pas faim, c'est quand même l'heure de manger parce que bah après, faudra nourrir les autres aussi. J'ai fait vraiment des choix qui n'étaient absolument pas professionnels, mais parce que j'avais le sentiment de ne pas avoir le choix et qu'il fallait faire le minimum, enfin, le minimum syndical pour tout le monde. Il fallait que tout le monde soit. En fait, on était vraiment sur des besoins physiques. Faut manger, faut avoir la couche propre, faut dormir. Mmh. Après, le reste, c'est si on peut, si on a le temps. Ouais.
Et encore, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui récupèrent leurs enfants, alors peut-être pas dans les lieux où tu étais, mais c'est des messages que je lis de temps en temps, les parents qui retrouvent leur enfant, avec la couche pleine, avec parfois des blessures inexpliquées aussi. Donc on sait pas si c'est des enfants, qui ont tapé, enfin vu qu'il y a pas de regard sur toutes les situations, il se passe des choses en toute, indifférence, j'imagine, entre les enfants. Enfin, on voit bien quand même les enfants entre eux, parfois ils sont pas, Oui. Bah, c'est qu'à heu cet âge-là, ça va très, très vite. Et souvent, en ouais, crèche, il y a des enfants qui sont mordeurs et donc des enfants qui sont mordus. ouais, Ce qui peut amener à des blessures qui font peur. Enfin, même si on sait, même si on observe, on n'a pas 15 bras, on peut pas intervenir, ça va très vite à chaque fois. Idem pour les chutes, etc. Après, quand même, là où j'ai travaillé, on savait ce qui arrivait aux enfants et on pouvait le transmettre aux parents. Par contre, je me souviens d'un petit garçon qui mordait beaucoup une petite fille et la petite fille, elle a dû avoir une vingtaine de morsures sur un mois. ouais. Mais à côté de ça, c'est compliqué parce qu'on peut pas enfermer l'enfant qui mord, ni mettre dans une bulle l'enfant qui est mordu. Mais aussi, il y a des enfants qui ont tendance à mordre, à taper parce que il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, les changements de temps. Par exemple, on a fait une activité, on va aller manger, etc. Ça peut amener des situations un peu angoissantes et stressantes pour les enfants. Et vu qu'ils n'ont pas forcément la parole à ce moment-là, ils vont réagir autrement. Et voilà, la collectivité, c'est pas fait pour tous les enfants. Je pense vraiment qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus de cocooning, pour qui c'est trop difficile en fait, le quotidien en crèche, c'est trop fatigant pour eux. Mmh. Oui, bah, déjà, c'est beaucoup de temps, à l'intérieur finalement. Il y a un est-ce qu'on peut aller dehors dans ces endroits? Alors s'il y a des il y a toujours il y a non, enfin moi j'étais dans toutes les crèches où j'étais, il y avait toujours un jardin, plus ou moins grand, plus ou moins avec de l'herbe. Des fois, c'est juste les dalles pour, des sortes de dalles en caoutchouc là qu'il y a dans les aires de jeu, toboggans, des structures motrices. On a aussi dans les crèches souvent des salles d'activité. Alors pas toutes les crèches, par exemple la crèche privée où j'étais, il y en avait pas de côté dans la même salle toute la journée. C'était très long. À l'inverse, le multi-accueil où j'ai travaillé après, on avait des super locaux avec une salle de peinture, une salle de jeux d'eau, des grands couloirs où les enfants pouvaient faire de la voiture, une grande salle de motricité. Mais tout ça, c'était pour cinq sections. Donc, il fallait tout partager. Donc, c'était pas tout le temps, toute la journée. Mais ça permet de dégrouper quand même un peu et qu'on soit pas avec 18 enfants au quotidien dans la même pièce. Ça permet de faire des petits groupes. Et du coup, vous alliez dehors, souvent? Comment ça se Il y passe? avait des jardins, mais pareil, en général, il faut les partager avec nous, on avait 3 jardins pour 5 sections. Mmh. Et pareil, on pouvait pas mettre trop d'enfants ensemble par rapport s'il y avait une évacuation ou quoi que ce soit. Donc, il y a des jours où on sortait pas. Mmh. Puis après, des fois, il y a des professionnels qui ont pas envie de sortir parce qu'il fait froid. Concernant l'accueil des bébés, tu parlais des adaptations, en septembre là où il y avait des pleurs jusqu'en novembre. Comment ça se passe, J'ai travaillé dans une section avec des moyens grands et il y avait des adaptations à la rentrée. Et souvent, c'était plus dur. C'est là où vraiment je voyais qu'il fallait bien 2 mois pour qu'ils s'adaptent vraiment. Et encore, je me souviens d'une petite fille, elle venait que une journée par semaine. Elle s'est clairement jamais adaptée, hein. Clairement, elle a passé 1 an à être triste en venant. Elle me suivait partout. Elle voulait que moi, c'était que moi qui m'occupais d'elle. Mais du coup, si j'allais faire pipi ou si j'allais manger, j'étais plus dans la salle avec elle et du coup, c'était la détresse. Et, euh, et voilà. Et je l'ai jamais vue vraiment jouer avec les autres, etc. Mais elle avait été mise là pour que justement elle s'habitue avant l'école. mmh, Et donc, il y a des enfants, comme je disais, pour qui c'est pas adapté. Et par contre, il y a des structures, pareil, où l'adaptation, c'est 1 semaine, quoi qu'il advienne, non négociable, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Et il y a des structures où on est plus ouvert, heureusement. La crèche, le multi-accueil municipal où j'ai été, on a fait l'adaptation qui a duré 2 mois pour un petit garçon qui venait du Pakistan, qui ne parlait pas français et qui était dans une détresse sans nom quand sa maman partait, c'est-à-dire qu'il se jetait dans les murs, il se tapait dans les vitres, enfin il se faisait du mal concrètement. mmh. Et il a fait quand même demander une autorisation à la mairie, parce qu'il y a comme une histoire financière dans toute cette affaire, pour avoir une dérogation pour que la maman puisse venir 1 heure tous les jours, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et je pense que si on avait forcé, qu'on avait dit c'est 1 semaine et c'est tout, je pense que ça aurait été vraiment d'une violence extrême pour ce petit garçon. Et qu'est-ce qui détermine, justement ce temps d'adaptation là? Est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce que,
il a la possibilité de rester autant que nécessaire ou au contraire c'est très Alors réglementé? ça dépend vraiment des structures. Il y a des structures où c'est ultra carré, c'est-à-dire 1 heure avec l'enfant le premier jour, 1 heure sans l'enfant le deuxième jour, 2 heures sans l'enfant le troisième jour, etc., jusqu'à 5 jours et après c'est fini. Il y a des structures où ça va être plus ouvert. Je sais qu'il y a des structures où il n'y a pas de séparation. Ou alors il laisse le parent dire, quand vous vous sentez prêt, vous partez. Voilà. Donc ça dépend vraiment des structures. En général, il y a quand même un protocole un peu préécrit et selon les équipes, on s'adapte ou pas. Et encore une fois, il y a aussi la direction et la mairie ou la crèche privée parce que si c'est une adaptation qui dure plus longtemps, faut voir financièrement comment ça se passe, etc. S'il faut savoir que la CAF demande un taux de remplissage. Je ne sais pas si tu savais. La CAF donne des subventions dans les crèches, qu'elles soient privées ou publiques. Et alors je me souviens plus des taux, hein, mais elle demande à ce qu'à l'année, il y ait un certain taux de remplissage. C'est-à-dire que du coup, quand il y a des jours où il y a des enfants qui étaient malades, au lieu de se dire yes, on a 2 enfants en moins, on va pouvoir faire plus de choses aujourd'hui, on va pouvoir faire plus d'activités sympas avec les enfants, plus de cocooning, etc. Eh bien non, parce qu'il fallait appeler toute la liste des enfants que nous avions en accueil occasionnel, voir s'ils voulaient prendre la place. D'accord. OK. Parce qu'il faut remplir les trous. Mmh. OK. Oui, donc il y a des enjeux financiers qu'on soupçonne pas forcément quand on est parent. Voilà. Mais à côté de ça, si la CAF donne pas les aides, c'est très compliqué. Parce qu'une crèche, ça coûte très cher. Je crois que les municipalités perdent de l'argent avec les crèches. J'avais vu quelque chose comme ça. Enfin, ça coûte vraiment cher une crèche. Donc, s'il n'y a pas d'aide de la CAF, ça devient compliqué. Il faut quand même acheter des couches, etc. Mais j'ai aussi été dans des structures où on m'a dit, mais Céline, tu changes trop les enfants. Après, il y aura plus assez de couches. Ouais. Bah oui, mais s'il a besoin de changer sa couche. Ouais, Voilà. ok, donc il y a des restrictions en termes de couches, en termes d'alimentation aussi, j'imagine. Voilà, les repas, franchement, c'est. Enfin, moi, dans ce. Ici, j'ai une crèche où il y avait un vrai cuisinier qui était là, qui faisait les repas, et c'était vraiment extraordinaire ce qu'il faisait. Toutes les autres, c'était des cuisines centrales. Ouais. Donc, clairement, c'était compté 1 cuillère à café de protéines pour les enfants de tel âge, 2 cuillères à soupe de purée, machin. Je sais plus exactement les quantités, hein, mais voilà. Et pas plus. Voilà. Donc, si on avait un gros mangeur, c'est dommage pour lui. Et en ce qui concerne l'allaitement, donc comment ça se passait j'imagine si vous vous retrouvez avec 15 bébés, comment parce que j'avais lu sur un groupe une fois une maman qui disait qu'elle était sûre que le lait avait été échangé. Alors je sais plus comment elle s'en était rendue compte, mais elle était scandalisée parce que elle s'était rendue compte qu'il y avait eu un échange de lait maternel avec une autre maman. Ah oui. Ce qui en soi n'a rien de enfin on peut très bien imaginer que ça puisse arriver. Dans un contexte pareil. Donc comment les mères arrivaient à poursuivre leur allaitement dans des Alors moi, conditions pareilles? j'ai fait qu'une année du coup avec les bébés. Et on a eu, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule maman qui allaitait. OK. Et je me souviens de la première fois que j'ai vu cette maman qu'elle m'en a parlé. Il y avait une auxiliaire avec moi, un peu plus vieille que moi, un peu plus d'expérience. Et la réponse, ça a été de lui dire, ah commencez le biberon maintenant. Comme ça, pour l'adaptation, ce sera plus simple. Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc, c'est quelque chose que j'ai répété parce que, clairement, j'ai une formation qui a duré 3 ans. Je ne suis pas sûre qu'on ait abordé l'allaitement, je n'en ai aucun souvenir. Peut-être qu'on en a parlé en cours de pédiatrie 1 heure, mais voilà, le tir-allaitement, accompagner une maman allaitante, etc., je n'avais aucune connaissance. J'ai découvert quand j'ai eu mon fils, que j'allaite toujours, à ses 3 ans, et que du coup, je suis horrifiée de ce que j'ai pu dire en crèche. Dans le multi-accueil où j'étais, on avait un petit garçon de 18 mois qui était encore allaité. Du coup, la maman, elle tirait pas son lait. Elle l'allaitait souvent quand elle revenait, en fait, il y avait une tétée de retrouvailles. Et ça me faisait bizarre. Mais parce que on m'avait pas dit que c'était possible d'allaiter aussi longtemps. Et vu qu'on n'en a pas parlé en formation et que je n'étais pas maman et que j'avais personne dans mon entourage qui avait fait d'allaitement non écourté, du coup, je savais pas. Et on va pas se mentir, avec mes collègues, on a jugé très fort. Ah ouais, c'est ça, c'est les idées reçues allaient bon train, les jugements C'est sur ça. l'allaitement. C'est qu'on trouvait ça bizarre d'allaiter aussi longtemps. On trouvait ça bizarre.
Voilà, c'était bizarre. Après, oui, il y a eu des mamans qu'on a jugées en disant, oh, elle est surprotectrice, oh, machin. Elle veut toujours qu'on s'occupe que de son enfant parce que les parents, c'est normal, ils veulent qu'on s'occupe que de son enfant, mais dans la réalité, quand il y en a 15, 18, 20, voilà. Mais les parents, ils n'ont pas conscience de cette réalité. Voyez, au multi-accueil, là, c'était municipal. Il y a eu presque 3 semaines, un mois où on n'était que 2 aussi avec ma collègue en septembre pendant les adaptations, et nous avions un enfant avec un trouble autistique en plus. Donc nous étions 2 pour 18. Les parents le soir, en fait, je crois qu'il a fallu 1 semaine pour que quelqu'un me dise mais ça fait longtemps que j'ai pas vu vos 2 autres collègues, elles sont où? Elles sont en arrêt. Et là ils m'ont dit mais vous êtes que 2? J'ai dit oui. Et en fait, ils étaient choqués parce qu'ils s'en rendaient pas compte. Parce que sur les 5 minutes où ils sont là le matin et le soir, ça se passait plutôt bien. Donc, ils voyaient pas le reste. Oui, c'est ça, c'est que j'imagine en fait qu'il y a beaucoup de parents, surtout en plus avec le rythme habituel, qui déposent leurs enfants en speed à la crèche, qui les récupèrent. Ils attendent, je pense, avec impatience qu'on leur fasse un débriefing global de tout ce qui a pu se passer pour avoir un maximum d'infos. Dans les transmissions, j'imagine que voilà, ce qui doit être noté, c'est justement ce qui est de l'ordre du geste mécanique, combien l'enfant a mangé, est-ce qu'il a bien, combien de temps il a dormi. C'est principalement ça. Après, je sais qu'avec mes équipes, on travaillait souvent justement pour apporter autre chose, des moments, les activités qu'ils ont fait, ou les moments d'interaction qu'ils ont pu avoir avec d'autres enfants, ou des petites anecdotes, des petites phrases rigolotes. On n'a pas le temps de tout écrire, hein, mais du coup, ça permettait de mettre un peu de concret et de vivant dans cette journée séparée qu'ils avaient passée. Après, il y a des crèches. La dernière crèche où j'ai travaillé, donc j'avais changé de région, et ici, ils souffrent beaucoup moins du sous-effectif, je trouve, qu'en région parisienne. Mais par contre, c'était une crèche où il n'y avait pas de transmission. C'est la première fois que j'ai vu ça. Ils n'avaient pas de cahier de transmission, on n'écrivait rien. Il y avait juste un tableau où on écrivait s'ils avaient bien mangé et s'ils avaient fait pipi ou caca, concrètement. Même dans la section des plus grands. Et donc, on ne racontait absolument rien aux parents. Et vu que moi, j'avais tendance à raconter, du coup, tous les parents venaient me voir aux transmissions pour avoir un petit bout d'anecdote, de quelque chose de tangible sur cette journée qui venait de s'être passée. Un rendu un peu plus humanisant, humain. C'est ça. Puis je pense que les parents, ils sont tellement heureux d'avoir une place en crèche. Enfin, quand on regarde sur les réseaux et tout, c'est le loto quand on a une place en crèche, que du coup, ils voient pas forcément le négatif. Ou alors, ils s'adaptent parce que j'ai déjà la chance d'avoir une place en crèche. Je vais pas être trop exigeant quand même. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cette dimension-là. Comment c'est possible? Ouais, c'est ça qui est terrible, c'est à quel point on vend cette place-là en garderie ou chez l'assistante maternelle comme on vend ça comme une chance aux mères. Peut-être tu peux nous parler un peu plus de ce qui s'est passé pour toi quand tu es devenue mère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises non, c'est pas possible que je fasse garder mon enfant? Déjà, il y avait le côté très concret que je sais comment ça se passe. J'ai vu en interne comment ça se passe en crèche. Quand mon fils est arrivé, en plus, on a eu un accouchement très compliqué. Enfin, voilà, c'était vraiment pas cool la fin. Donc, j'avais vraiment besoin de cette fusion. Et l'allaitement a été la seule chose que j'ai pu suivre dans mon projet de naissance. Tout le reste, c'était pas possible. Il y a eu beaucoup d'interventionnisme, etc. Du coup, déjà, moi, je me disais, mais si je le fais garder, il faudra trouver quelqu'un qui accepte un contenant alternatif. Ce qui n'est pas chose aisée. Même dans les crèches, il y a plein de crèches qui refusent. Il y en a quelques-unes qui acceptent, mais la plupart, c'est le biberon et c'est tout. Et mon fils avait des problèmes de succion. Donc, je me suis battue pour cet allaitement. Il était hors de question pour moi que, pour une histoire de mode de garde, on foute tout en l'air. Et puis, il y avait cette dimension de séparation. Prenez au triple l'idée de me séparer de mon fils. Vraiment, ça me rendait malheureuse de me dire qu'il faudrait en arriver par là. Et je le vois je suis sur plein de groupes de mamans, je le vois, toutes ces mamans qui disent je dois reprendre dans 1 mois, ça me rend trop triste. Je dis mais c'est tellement horrible, on vient à peine de se rencontrer, de se découvrir et déjà il faut se séparer et faire confiance à des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam en leur
en leur confiant l'être le plus précieux qu'on a au monde. Mmh. Et pour moi, c'était pas possible. Je sais que Et j'aurais jamais eu confiance. ce qui est terrible, je fais une parenthèse, c'est que ce qu'on renvoie à ces mères, c'est que c'est elles le problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à se séparer et c'est ça C'est qui est ça. terrible. C'est qu'en fait, on fait croire, parce que, bah, c'est fichu comme ça, la société est fichue comme ça, le congé maternité prend fin, tu te sépares de ton enfant, de toute façon, c'est mieux qu'il soit en collectivité pour le socialiser, enfin toutes ces âneries qui imprègnent en fait l'inconscient, collectif et ce qui est terrible, c'est que ces mères, elles ont une lutte intérieure entre ce que leur dicte leur instinct maternel de Mmh. ce bébé, il n'est juste pas prêt à se séparer de moi, de la même façon que moi, je ressens bien cet appel à répondre à ses besoins et je pense que quand on allaite, on est encore au plus près de ça. Parce qu'on sait que c'est notre sein, c'est nos seins, c'est notre lait, c'est notre peau, c'est ce Mmh. contact-là, on le sent bien. Je veux dire un biberon, n'importe qui peut le donner, c'est vrai. Mais Mmh. l'allaitement, bah, oui, alors après tu as ce truc du tire-allaitement et cetera, où tu rentres dans quelque chose qui est quand même hyper, la charge mentale là, c'est plus, quoi. Il faut que tu Oui, tires ça. ton lait, enfin tirer son lait, c'est quand même pas non plus, enfin moi je l'ai fait 2-3 fois, ça fait 6 ans que j'allaite quasiment non-stop avec mes 3 enfants. J'ai tiré mon lait que peu de fois parce que j'ai trouvé ça horrible en fait, enfin, clairement tu as affaire avec une machine, enfin c'est pas agréable, déjà Mmh. souvent en plus de ça, tu arrives moins à tirer parce que, bah, voilà, c'est une machine qui tire donc certaines n'arrivent pas. Enfin, moi, je sais que la quantité de lait tiré, avec le tire-lait, ça avait rien à voir. C'était pas du tout satisfaisant. Mmh. J'arrivais même pas à remplir un biberon. Enfin, mais parce que la nature, elle a pas voulu qu'on deal avec une machine, c'est tout. En plus de ça, maintenant, on sait qu'il y a c'est quand même assez magique, mais il y a des sécrétions dans la salive du bébé qui interagissent avec le sein. Enfin, je connais pas tous les détails techniques, hein, mais c'est ce genre Mmh. d'info, est complètement trouvable quand on s'intéresse à tout ça sur internet. Ce qui fait que, voilà, le corps de la mère va produire certaines substances, grâce à ce contact avec la salive du bébé, qu'envoie quelque part des informations en disant, bah, par exemple: «Je suis malade, il faut je dois recevoir, tant de ça» et cetera. Donc cette espèce d'alchimie, bah, elle a pas lieu quand on est en tire-allaitement. Donc Mmh. voilà, en plus du labeur que c'est de penser à tirer son lait, de donner, les biberons aux personnes qui gardent, que ce soit en crèche dans les ou à une assistante maternelle et effectivement, bah, dans les groupes, il y a beaucoup d'assistantes maternelles, bah, qui font comprendre aux mères, que, elles ont pas envie de s'embêter avec du lait maternel parce que c'est une charge en plus, que les bébés allaités, ils ont peut-être plus besoin justement bah, ils sont habitués au sein, donc donner un biberon, bah, c'est plus, galère, ils sont moins habitués. Toi, tu parlais des contenants alternatifs, bah, il y a ça aussi, c'est vrai qu'on voit beaucoup ça sur les groupes. Ces mamans qui veulent pas qu'il y ait de confusion, synthétine et cetera et qui du coup, enfin, je sais plus comment on dit, confusion, Si, c'est ça, c'est une ouais, c'est confusion, ça oui, oui. et voilà et du coup qui cherchent des contenants alternatifs, tout ça, bon, bah, c'est beaucoup plus galère, j'imagine, pour le personnel, que de recevoir un bébé qui est habitué à son lait en poudre, n'importe qui peut donner le biberon, Oui, et puis même le cetera. biberon, moi, enfin, en tant que, alors sûrement les auxiliaires de puériculture doivent plus apprendre les soins, les gestes, mais en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, j'ai pas appris à donner un biberon. Mais il y a ce côté où on dit: «Bah, tout le monde sait donner un biberon» Mmh. et j'ai appris avec mon fils que même le biberon, il y avait des façons physiologiques de le donner. Mais D'accord. un bébé qui prend son biberon de façon physiologique, c'est un biberon qui se boit à peu près en 20 minutes, Ouais. minimum. Parce qu'il faut le Oui, temps c'est ça. justement de ressentir qu'il a bu, qu'il a plus faim et cetera et bah, ça dépend de combien vous êtes avec combien de bébés, Mmh. encore une fois. Parce que si tous les bébés prennent pendant 20 minutes leur biberon et qu'après, il faut leur donner une purée en plus et que le repas de chaque enfant dure 40 minutes et Mmh. qu'une personne a 5, 6, 7 enfants à nourrir un à un, malheureusement, c'est pas possible. Mmh. Il y a un côté où Mmh. c'est mathématique, ce n'est pas possible. Mmh. Oui, je sais pas si tu as écouté cet épisode, qui est super là avec Caroline Deville, qui est médecin et qui parle des conséquences Mmh. du non-allaitement et elle parle aussi
des désordres causés par le biberon, parce que pareil, l'objet biberon, l'objet tétine, bah, c'est pas Mmh. pareil que on n'arrive pas à reproduire, et tant mieux, j'ai envie de dire, le sein, en fait. Donc le débit n'est pas le même, ça fait pas travailler les bons muscles de mâchoire, et cetera. Enfin, on se rend pas compte de tout l'impact bah, c'est pareil, tu parlais d'interventionnisme pour l'accouchement, bah, c'est pareil, là, on interfère avec la physiologie finalement. Les dégâts, bah forcément, ils sont pas. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus pour les mettre en lumière, et c'est formidable le travail du docteur Caroline Deville là-dessus. On se rend pas compte de tous ces et puis de la complexité de ce qu'on s'impose en fait. Enfin, on se rend pas compte que les choses pourraient être simples et du coup on se torture. Bah par exemple voilà la mère qui allait, qui doit se presser à 2 mois enfin, toi qui allaites pendant 3 ans, moi aussi c'est pareil. On se rend bien compte arrêter son allaitement à 2 mois, mais c'est Ils délirant ont en eu que fait. du Enfin, négatif, enfin, ils ont eu que le côté compliqué, ou pas, si ça s'est bien passé depuis le début, bon. mais il y a quand même beaucoup de mamans où l'installation de l'allaitement, c'est un peu complexe parfois, et je me dis, du coup, elles auront pas vécu la version cool de l'allaitement. Elles auront eu que les pics de croissance, un peu les Mm, douleurs, parce qu'il faut le temps que ça s'installe et que le mamelon n'est pas oui, sollicité 24/24 d'habitude. oui. Et je me dis, en fait, elles en garderont pas forcément un très bon souvenir. Et en plus de la frustration de peut-être devoir arrêter, non, parce que pareil, il y a plein de mamans, je vois souvent sur les groupes, qui peuvent pas tirer leur lait sur leur lieu de travail. Mm. Et forcément, si elles ne stimulent pas pendant 8 heures, à un Alors moment, ça, c'est sur quand un même petit comme interdit, ça, hein. il n'y aura plus assez. Oui, mais ça dépend des métiers. Souvent, je vois par exemple les institutrices, quand elles sont de récréation, elles tirent à quel moment? Elles peuvent tirer sur leur pause déjeuner, mais c'est tout. Ah ouais, tu vois, j'avais même pas Les pensé. infirmières, les sages-femmes, celles qui travaillent dans le médical, en crèche. En crèche, moi, j'avais 5 minutes de pause pour aller faire pipi, puis 1 heure pour manger. Donc, Mm. j'aurais pu tirer pendant ma pause déjeuner, mais ça voulait dire parfois le matin, par exemple, si j'étais de 7 heures, je mangeais pas avant midi, ça veut dire qu'il n'y avait pas de tirage du tout. Sur un début de lactation, ça peut être raide, hein. Mais c'est quand même illégal, ça. Enfin, je veux dire, ça, il devrait pouvoir y avoir. Enfin, c'est obligatoire en fait. Ouais, mais je crois C'est qu'il y les- a un monde entre ce qu'ils devraient, enfin, souvent sur les groupes, je vois toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital, infirmières, etc. Elles ont parfois même pas le temps d'aller faire pipi, elles ont pas forcément le temps de manger. Donc, elles peuvent pas dire à leurs collègues, bah, je vais aller tirer 20 minutes et voilà. Là aussi, il y a le problème du sous-effectif permanent, etc. Mm. Oui, puis ça les met en difficulté vis-à-vis de l'équipe, C'est vis-à-vis ça. de ses responsables, de la hiérarchie et compagnie. Ouais. Du coup, il y en a peu Mm. qui l'autorisent, j'imagine. Quand bien même ce soit un droit absolu, j'imagine que il y en a peu qui, qui tapent du poing sur la table pour dire si, si, j'ai droit à ça, je le prends, quoi. C'est ça. Et si j'avais encore travaillé en crèche, je suis pas sûre que je l'aurais fait non plus. Enfin, si ça veut dire laisser mes collègues en galère et les enfants en galère et tout le monde en galère, je Mm. sais pas si j'aurais osé taper du Ouais, poing pour avoir ce droit. ouais, on préfère sacrifier finalement son propre enfant. Là, pour le coup, Et oui. ouais, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Il y a vraiment une inversion là des valeurs, un retournement de situation qui est dramatique en fait. Mm. Bon, ok. Qu'est-ce que tu as retenu si on pouvait faire un bilan de ces expériences-là, de ces 6 ans-là dans ces endroits de collectivité? Bah, comme je te disais au début, à mon tout premier stage, donc en 2009, j'avais dit que quand je serais plus capable de travailler en crèche, j'arrêterais de travailler en crèche. Quand je saurais que je suis plus forcément bienveillante, etc. J'ai donc arrêté de travailler en crèche. Pas parce que moi j'avais changé, mais parce que après avoir vu 5 crèches différentes, plus 4 en stage, donc 9 crèches en tout, pour moi, c'est pas des lieux où on a forcément les moyens d'être bienveillant. En plus, rien qu'au-dessus, au niveau de la société, déjà, c'est des métiers qui sont mal vus, c'est des métiers qui sont mal payés. Quand on travaille dans le privé, moi j'avais 5 semaines de congés payés imposés, j'avais pas le droit de faire des heures sup, plus de 1 ou 2 heures, donc pas de congé en plus. Enfin, rien que ça, en fait, il y avait rien qui donnait envie de rester. Enfin, il y avait même pas d'avantage pécuniaire, quoi que ce soit. Dans le public, c'est
mieux en général. Mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir. Et je sais aujourd'hui, si là demain je dois aller faire un CDI n'importe où, ce sera n'importe où, mais pas en crèche. Je retournerai pas. Par contre, je dis pas qu'un jour je serai pas assistante maternelle, parce que j'aime quand même travailler avec les enfants. J'aime accompagner les parents et les accueillir. Donc voilà, on verra ce que l'avenir me réservera. Mais je sais que je ne retravaillerai jamais en crèche. Oui, on comprend que c'est finalement les crèches, c'est quand même des lieux qui sont adaptés aux besoins des parents d'aller travailler, mais pas tellement aux besoins des enfants. Il faudrait repenser toutes ces structures d'accueil pour qu'elles puissent justement ne pas être seulement au service des familles, mais avant tout au service des enfants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail encore à faire de ce côté-là, on le comprend. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Céline, pour ton témoignage. De rien. Et puis, longue vie à ton maternage et à ton instruction en famille, du coup, et à ta vie familiale. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.